Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 21 novembre et voici les titres qui seront développés dans ce journal. Suite à la fête nationale, la réunion annuelle du corps consulaire de Monaco s'est tenue hier à l'hôtel Hermitage. Jean-François Copé a donné une conférence dans le cadre de la Monaco Méditerranée Foundation. L'ancien ministre est notamment revenu sur sa vision du communautarisme. Retour sur le 20 novembre qui était la journée internationale des droits de l'enfant. Et enfin, notre invité de la semaine, le photographe Jean-Charles Vinage. Il expose en ce moment même au Grimaldi Forum, exposition qui s'intitule « Vivre ensemble ». C'est un rendez-vous qui conclut traditionnellement les manifestations de la fête nationale monégasque. La réunion du corps consulaire s'est tenue ce mardi à l'hôtel Hermitage. Reportage d'Alexandra Pani. La principauté compte depuis le mois d'octobre 138 consulats répartis dans 81 pays. Chaque année, la fête nationale monégasque est l'occasion pour le corps consulaire de se réunir en principauté. Un rendez-vous qui permet de rappeler les dernières actualités monégasques, mais aussi les priorités définies par le prince souverain pour les années à venir. La volonté, elle est double. Elle est d'une part de les informer de ce qui se passe de nouveau à Monaco. On a axé ce matin les débats sur la transition numérique et la transition énergétique, et puis ensuite d'évoquer des sujets qui les concernent plus, comme par exemple les Monaco Day, les opérations de promotion économique qu'on fait avec le Monaco Economic Board, ou des situations vraiment de terrain pour leur montrer comment ça se déroule. Ça permet de présenter d'abord quelles sont les lignes de gouvernement pour les années futures, aussi de pouvoir interagir avec certaines parties de la partie un peu plus civile du gouvernement, notamment Monaco Tech, parce qu'on pense qu'il y a des bonnes initiatives, notamment au Vietnam et en Asie du Sud-Est, où il peut y avoir de la coopération avec Monaco à ce niveau-là. Économie, finance, parce qu'il y a beaucoup de potentiel pour les entreprises et monégasques d'exporter, et Monaco peut être une porte pour l'Europe. Dans l'autre sens, les tourismes asiatiques ont de plus en plus de fonds et de capitaux, et ils veulent visiter, ils veulent profiter de voyager en Europe, et Monaco est définitivement une très belle destination pour eux. À noter que 4 nouveaux consuls ont été nommés et 5 nouveaux États ont établi des relations diplomatiques en 2018 avec la principauté, la République démocratique du Congo, la République de Vanuatu, la Tunisie, le Koweït et Antigua et Barbuda. Chaque année, la Monaco Méditerranée Foundation organise son cycle de conférences dédié à l'économie. Jean-François Copé en était l'invité hier au soir. L'ancien ministre français est notamment revenu sur le communautarisme. Il nous explique le sens qu'il donne à ce mot. Je propose d'écouter sa propre définition. C'est un mot qui a été tellement galvaudé qu'il est bien de le redéfinir. Alors d'abord, il faut partir de l'origine du mot. Le mot, c'est communauté. Et c'est pas choquant d'appartenir à une communauté, c'est-à-dire en fait une communauté d'hommes et de femmes qui ont des vrais points communs. Alors ça peut être une communauté religieuse, ça peut être une communauté liée à des racines d'origine géographique, ça peut être une communauté sportive, tout est possible. Là où ça se complique, c'est lorsque on considère qu'appartenant à cette communauté, les règles qui régissent cette communauté ne sont pas subordonnées aux lois du pays dans lequel on se trouve, comme si ces règles pouvaient être égales, voire supérieures aux règles du pays dans lequel on habite. Là, ça devient du communautarisme, ça devient une revendication identitaire. Je pense que c'est un sujet qui conduit au délitement de la société, au moins dans des pays qui, comme la France, ont été fondés sur le modèle de l'assimilation, c'est-à-dire cette idée que finalement les règles de sa communauté elles sont pratiquées à titre personnel, à la maison si je puis dire, mais pas dans l'espace public. Le 20 novembre, journée internationale des droits de l'enfant. De nombreuses manifestations sont organisées à travers le monde pour sensibiliser le public. Reportage de Christine Datomel. Vous avez dû certainement les croiser dans la galerie commerciale de Carrefour ou sur le marché de la Condamine. Chaque année, des bénévoles vendent bracelets, timbres, agendas, sacs, torchons réalisés par les enfants des établissements scolaires de la Principauté au profit des enfants défavorisés du monde entier. Des chiffres qui donnent le vertige tant ils font peur. 264 millions d'enfants travaillent, 300 000 enfants soldats, 120 millions d'enfants vivent dans la rue, 121 millions ne vont pas à l'école, 9 millions de petits meurent de faim avant l'âge de 5 ans, 200 millions sont victimes de sévices sexuels et 1 milliard d'enfants n'ont pas accès à l'eau potable. Un constat alarmant et qui doit éveiller les consciences. Il y aurait tellement à dire que ce serait assez terrible. C'est vrai que pour cette année, en tout cas, nous avons décidé de mettre sous projecteur deux problèmes, deux fléaux importants. Le premier, c'est donc les enfants emprisonnés. Beaucoup d'enfants dans le monde sont emprisonnés. 1 million d'enfants selon l'UNICEF, ce qui est quand même énorme.
après le spectacle de danse issu de la compagnie Eugénie Andrin, donné le soir du 20 novembre au Théâtre Princesse Grace et qui abordait l'espoir et la liberté. Une conférence-débat animée par le réalisateur Pascal Plisson sera également donnée au lycée technique et hôtelier de Monaco à 19h30 ce jeudi. L'entrée est libre et gratuite. On met un autre coup de projecteur également sur le chemin de l'école à travers une conférence débat avec le réalisateur Pascal Plisson qui a donc réalisé ce film magnifique qui s'appelle Sur le chemin de l'école. Et c'est vraiment en effet quelles sont les conditions de ces enfants d'ailleurs, du bout du monde, pour se rendre à l'école. Et c'est absolument effrayant. Ils mettent 2-3 heures avec des chemins escarpés, dangereux. Et ils traversent au péril de leur vie les rivières, les montagnes, les déserts, les bidonvilles. Donc voilà, ça sera jeudi soir, une conférence débat au lycée technique à Monaco. On va donc évoquer ces deux problèmes. Une conférence qui évoquera donc les inégalités d'accès à l'éducation des enfants dans le monde. Et si vous n'avez pas pu vous rendre dans la galerie marchande de Carrefour ou sur le marché de la Condamine, sachez qu'un stand d'animation et d'information sur les droits de l'enfant sera également présent sur le marché de Noël. L'argent récolté par les élèves, j'insiste vraiment sur leur mobilisation parce qu'en effet, ils ont travaillé toute l'année pour pouvoir récolter des fonds au sein des établissements scolaires. Sera remis donc 10 000 € sera remis à l'AMAD, présidée par son Altesse Royale la Princesse Caroline de Hanovre. Et puis aussi aux associations humanitaires, une partie sera remise à certaines associations humanitaires monégasques qui œuvrent à la défense des droits de l'enfant. Et puis bien entendu aussi, une partie de cette somme ira aux élèves en difficulté sur Monaco ou dans les communes limitrophes. Autant de manifestations pour nous rappeler qu'ensemble, nous pouvons contribuer à faire en sorte que les droits des enfants soient mieux respectés partout à travers le monde. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref et en images. La première édition avait été un succès l'an passé, alors même qu'avait été lancé le Pacte national pour la transition énergétique. Le deuxième Eco-Hub Transition énergétique aura lieu le dimanche 25 novembre au Stars & Bars de 13h à 17h. Un événement familial qui vous permettra notamment de mesurer votre empreinte carbone. Des ateliers sont prévus pour petits et grands. Une jolie façon d'apprendre les gestes verts et comment réduire ses déchets et d'adhérer au Pacte national. On passe à notre invité de la semaine, on le connaît bien dans la rédaction, Jean-Charles Vinage, bonjour. Bonjour. On a l'habitude à Monaco de vous voir photographier le microcosme monégasque. Là, on est ici pour quelque chose de totalement différent. On est au Grimaldi Forum, dans l'espace Indigo, pour une exposition qui s'appelle Vivre ensemble. Qu'est-ce que cette exposition ? Vivre ensemble, c'est un cri d'alarme, c'est une prise de conscience que je veux faire prendre au maximum de personnes parce que notre biodiversité est en danger, notre planète est en danger, les espèces animales sont actuellement en danger. D'ailleurs, certains éminents scientifiques l'ont déclaré, la 6e extinction massive des espèces a démarré, la première de la main de l'homme. Ouais. Donc nous sommes dans une situation très compliquée de la cohabitation entre l'homme et l'animal. On peut dire que c'est une exposition animalière, que ce sont des photos animalières ou pas que ça? Non, c'est surtout pas des photos animalières, c'est vraiment, encore une fois, la cohabitation. J'ai voulu travailler d'une manière très photojournalistique, j'ai pas voulu faire des photos d'art, c'était pas le but parce que j'ai travaillé sur 15 pays, j'ai pas passé des mois et des mois sur chaque espèce et dans chaque pays, donc il a fallu aller relativement vite. Mais non, ce n'est surtout pas une expo animalière, c'est vraiment mettre le point sur la gravité actuelle du conflit homme-animal dans le monde. Alors effectivement, quand on regarde l'exposition, il y a l'homme, il y a l'animal, même si ce n'est pas une exposition animalière, il y a quand même des animaux sur les photos. Vous avez voulu parler de 4 axes, j'ai lu, tolérance, conflit, symbiose, mutualisme, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire que la cohabitation entre l'homme et l'animal est très différente en fonction des pays, en fonction des espèces et en fonction des peuples ethniques. Donc il est vrai qu'on va rencontrer des types de cohabitation totalement différents que l'on se trouve en Malaisie ou en Afrique, par exemple, en Namibie ou au Rwanda. Tout est vraiment très très différent.
Quel type de photos vous avez prises dans tous ces pays? Je vois des éléphants, des tigres. Quels sont les animaux qui cohabitent avec les humains que vous avez pu shooter avec votre appareil photo? Alors, ce que j'ai fait dans un premier temps, et ça remonte à 4 ans, c'est que quand j'ai conçu le projet, j'ai préparé évidemment ma thématique, j'ai aussi préparé la liste des espèces que je voulais photographier, mais il fallait que ces espèces, bien évidemment, aient une interaction directe avec l'homme. Donc je me suis beaucoup renseigné sur Internet en regardant des documentaires, et c'est à ce moment-là que j'ai pu choisir à la fois mes pays, les espèces, pour être sûr de pouvoir rencontrer une interaction entre l'homme et l'animal dans chaque pays et sur chaque continent. Et quel type d'espèces donc du coup? Alors du coup, plusieurs espèces. Par exemple, en Éthiopie, j'ai travaillé sur le loup d'Abyssinie, qui vit sur le plateau de Bélé à plus de 4000 mètres d'altitude. Et donc les problèmes de cohabitation sont très simples, c'est que l'Éthiopie est un pays surpâturé, donc énormément d'éleveurs, énormément de troupeaux. Et le problème, c'est que tous ces peuples qui sont arrivés vivre sous le plateau de Bélé ont ramené avec eux des chiens. Et donc il y a interaction entre le loup et le chien. Et ce loup, dont il ne reste à peu près que 400 loups sur l'Éthiopie, il est rattrapé par la maladie de la rage. Donc c'est encore une fois, c'est l'homme. Donc ça, c'est une manière de cohabiter qui, malheureusement, pour l'espèce, pour le loup, est désastreuse. En Éthiopie, j'ai également travaillé sur les hyènes, parce que du côté de Harar, il y a toute une famille qui depuis cohabite totalement avec ces hyènes, et qui à l'époque, la nuit, rentrait dans la citadelle, allait attaquer des villageois. Et puis un jour, il y a eu une personne, un vieux du village, qui en voulant donner à manger à ses chiens, s'est aperçu que les hyènes venaient chercher à manger. Donc du coup, il s'est dit, c'est peut-être la bonne solution. Donc il est sorti de la citadelle, et maintenant, tous les jours, tous les soirs, toute la famille, ils y sont plusieurs, nourrissent des hyènes, qui sont des hyènes vraiment sauvages. Il y a la hyène tachetée. Et du coup, les hyènes sont rassasiées et ne mettent plus du tout les pieds dans la citadelle. Donc après, en Malaisie, par exemple, j'ai travaillé sur l'orang-outan, j'ai travaillé sur le pygmée éléphant, pour montrer les problèmes que nous avons là-bas avec la déforestation essentiellement due aux plantations d'huile de palme et le bois exotique, bien évidemment. Après, au Brésil, ça a été sur le jaguar, au Rwanda, ça a été sur les gorilles de montagne, au Pérou, sur les ours à lunettes, Namibie, le lion du désert. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai la Jordanie, sur la réintroduction actuelle des oryx et du bocotène de Nubie, l'Inde, avec les problèmes qu'on a dans les Sundarbans sur le tigre et le léopard. Enfin bref, il y a de quoi faire. Il y a 17 espèces, je crois, de mémoire. Quelle est la complexité d'un tel travail? Parce qu'on a dit que ce n'était pas un reportage animalier, mais enfin, pour arriver à prendre ces clichés, c'est quand même, il faut de la patience, il faut du temps, vous n'êtes pas sûr de les voir. Quelle est la complexité La complexité de tout ça, d'abord, c'est de mettre en place tout ça, c'est-à-dire trouver les bons réceptifs sur place. Parce qu'encore une fois, le milieu animalier est devenu un énorme business. Donc, en tant que professionnel, nous, on se doit d'arriver là-bas et de pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Nous ne sommes pas des touristes. Donc, les touristes, ils font des photos, c'est très bien, ils n'en font pas, tant pis. Nous, il faut qu'on revienne avec des images. Donc, ça a été de trouver les bonnes personnes, de bien leur faire comprendre qu'effectivement, je venais pour faire un travail bien particulier, ce qui n'a pas été simple. Une fois là-bas, dans ces pays-là, surtout certains pays comme l'Éthiopie, le Rwanda, l'Ouganda, c'est vraiment pas des pays faciles. Il a fallu recoordonner tout, parce que malheureusement, ils peuvent dire qu'ils savent faire, mais une fois arrivé là-bas, je me suis aperçu que certains ne savaient pas si bien faire que ça. Donc il a fallu réorganiser le séjour. Et puis oui, après, c'est partir sur le terrain et puis là, essayer de maximiser les chances avec des guides, des pisteurs pour arriver à trouver certains animaux. Après, bon, évidemment, les ethnies, c'est plus facile, on sait où elles sont. Mais ouais, c'est très, très, très compliqué, quoi. Donc c'est une exposition qui va être inaugurée dans quelques instants. C'est en collaboration avec la Fondation Prince Albert II. Comment vous sentez, là, juste avant, dernière question, avant ce vernissage? Écoutez, tout a été mis en place depuis longtemps. Ce qui est génial, c'est que quand on démarre un projet comme celui-ci et qu'on l'emmène au bout, effectivement, c'est que du bonheur. Mais c'est vrai que pour un projet comme ça, je remercie encore une fois mes partenaires, qui sont la Fondation Prince Albert II, qui m'a toujours soutenu dans mes projets, et puis aussi le FG Bank à Monaco, qui de tout temps, avec les ouvrages que j'ai faits par le passé, qui m'ont toujours aussi bien soutenu. Et je tiens vraiment à les remercier, parce que sans eux, tout ça n'aurait pas pu être réalisé, quoi. Oui, parce que c'est une exposition et un livre. Oui, il y a un livre aussi qui s'appelle évidemment Vivre ensemble, donc un livre de plus de 300 pages, une édition français-anglais, donc
que la Fondation va mettre à la vente ce soir. Et puis on fera des dédicaces. Voilà. Jean-Charles, merci d'avoir répondu à mes questions. Je le rappelle, exposition ici au Grimaldi Forum, dans l'espace Indigo, jusqu'à dimanche. Merci d'avoir répondu. Merci à vous. On passe tout de suite à la météo. Après le retour des pluies mercredi, la journée de jeudi restera peu ensoleillée, mais le temps sera sec. Les températures oscilleront entre 9 degrés le matin et 13 degrés au meilleur moment de la journée. Vendredi, le gris restera de mise. Le temps sera très couvert et pluvieux tout au long de la journée. Samedi, alternance de pluie, de nuages et de très rares éclaircies. Les températures seront conformes à la saison. Dimanche, pluie et nuages au programme. Une fin de week-end sans soleil et des températures allant de 10 à 12 degrés. Lundi, le soleil fera un timide retour. Les nuages seront encore présents, mais plus de pluie annoncée. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.